content d'être là et à divers titres. J'étais très intéressé par venir à Rennes, présenter un certain nombre de choses, à la fois sur mes travaux, sur nos travaux dans mon groupe, sur des choses un peu innovantes, vous allez voir ça, mais aussi parce que j'ai participé effectivement à la campagne et au programme ABBA, près à Plouarzel. Donc dans mon groupe, moi je travaille en fait depuis plus de 20 ans, 25 ans, 30 ans, je ne sais pas, sur la caractérisation physico-chimique des particules atmosphériques. Et puis depuis une dizaine d'années, il y a une jeune chercheuse, Gaëlle Usu, qui a intégré mon groupe et qui travaille maintenant sur quelque chose d'un peu plus pertinent par rapport à l'aspect sanitaire, qui est la caractérisation de ce qu'on appelle leur potentiel oxydant. De ces particules. Donc je vais vous expliquer un peu tout ça. En fait, comme il a été dit précédemment, la réglementation européenne s'appuie essentiellement sur la masse des particules, un peu sur la chimie de temps en temps. Il y a quelques métaux qui sont réglementés, des choses comme ça, mais principalement sur la masse. On peut quand même sérieusement se poser la question de savoir si l'impact sanitaire d'un microgramme d'embrun marin, c'est à peu près similaire à un microgramme de quelque chose qui sort d'un pot d'échappement. Je pense que de façon un peu intuitive, on va dire que ce n'est pas vraiment pareil. Et donc, ça pose des questions sur la métrique de cette réglementation européenne et mondiale, puisque dans le monde, tout est fait à partir de la masse des PM10, des PM2,5, etc. Et donc, à partir de là, on a commencé à réfléchir, à essayer de développer une autre façon de mesurer la pollution atmosphérique qui soit beaucoup plus proche en fait, de l'impact potentiel sanitaire qu'elle pourrait avoir. Et dans le cadre de cette présentation, je vais essayer de m'intéresser pour me rapprocher du thème de l'impact des activités agricoles, qu'en est-il en fait du nitrate d'ammonium. Il a été mentionné précédemment qu'en fait le nitrate d'ammonium était un composé particulier secondaire qui se formait dans l'atmosphère à partir des émissions d'ammoniac et des émissions d'oxyde d'azote. L'ammoniac venant principalement des activités agricoles et les oxydes d'azote principalement des combustions véhiculaires. J'avais travaillé il y a pas mal d'années sur effectivement déterminer que l'ammoniac venait bien des émissions agricoles en utilisant des mesures isotopiques et des choses comme ça, et c'était bien ce qu'on avait trouvé en définitive, que l'ammoniac qu'on trouvait dans le nitrate d'ammonium était majoritairement agricole. Je reviens, et donc en définitive, le nitrate d'ammonium, c'est un des principaux polluants qui vient du monde agricole, comme il a été mentionné en début de cette session. Si on revient à quelques épisodes qu'on a pu connaître dans le passé, comme des épisodes au printemps 2014 avec des grands nuages de nitrate d'ammonium partout sur le nord de la France qui descendaient même assez au sud, on voit qu'en définitive, on avait quelque chose qui n'était pas loin de 50% de la masse totale des particules, avec une masse qui représentait 30 à 40 microgrammes. C'est ce qui veut dire qu'on est bien loin des 15 ou 20 microgrammes par mètre cube qui sont considérés par la réglementation actuelle. Et donc c'est effectivement, à part des aspects de microbiologie qui peuvent venir avec les épandages ou d'autres choses, c'est un des principaux polluants, et les pesticides bien sûr, c'est un des principaux polluants émis par le monde agricole. C'est un peu moins vrai. C'est un peu moins vrai maintenant parce qu'en fait, on n'observe plus trop ces gros épisodes de printemps qu'on observait il y a une dizaine d'années. Il y en a, semble-t-il, beaucoup moins. Je n'ai pas d'études qui montrent que la statistique est en baisse, mais il me semblerait vraiment que c'est le cas. Peut-être que Mélodie pourra nous en parler un peu plus à un moment. Alors, si je reviens à ces aspects de potentiel oxydant, en plus des différences entre les sources, comme les embruns marins et les particules venant des pots d'échappement, on voit aussi que les particules sont des objets qui sont extrêmement divers. Les trois photos de microscopie électronique ici montrent des particules qui viennent des combustions. C'est trois particules de combustion, et on voit tout de suite qu'elles ont des têtes très différentes. La première vient de combustion, à gauche vient de combustion du charbon. On a des petites billes rondes
bien correcte, aluminosilicate, etc., etc. La particule du milieu, c'est une particule plutôt de combustion de fuel avec de la matière carbonée, avec des petites bulles qu'on fait exploser les alvéoles, etc., etc., des bulles de gaz. Et la photo de droite montre en fait des émissions de gaz naturel, combustion de gaz naturel. Donc on voit qu'on a des choses très très différentes, même sous un même vocable qui est combustion des combustibles fossiles. Et donc, vraiment, la masse n'est pas une propriété qui représente complètement les impacts de ce type de particules sur la santé humaine. Il y a bien d'autres choses comme la composition chimique, bien sûr, la distribution en taille, la surface spécifique, on voit qu'elles sont extrêmement différentes ici, la solubilité, etc., etc. Donc, en fait, on cherche à définir quelque chose qui part aussi de propriétés plus proches de l'impact sanitaire. Et il a été dit tout à l'heure par Bénédicte qu'un des principaux modes d'action, mais ce n'est pas le seul, des particules, en fait, c'était le stress oxydatif qui pouvait se produire dans les poumons à travers la respiration, l'inhalation du moins de ces différentes particules, et qui conduisait à tout un tas d'affections, comme il a été mentionné dans le talk précédent. Et donc, à travers cette mesure de potentiel oxydant des particules, on essaye en fait d'évaluer comment ces particules vont aller interagir avec nos défenses, parce que comment l'évolution est bien faite. Hein. On a des défenses sanitaires qui nous empêchent de rouiller, en définitive, puisque l'atmosphère est un milieu extrêmement oxydant. C'est pour ça que le fer rouille. Ben, nos poumons, ça serait pareil si on n'avait pas des défenses à l'intérieur de nos fluides pulmonaires qui sont des antioxydants qui vont nous permettre de lutter contre ces attaques agressives. Alors, comment on fait en pratique au laboratoire? Ben, c'est pareil, on va prendre un bout de filtre tel que nous l'a présenté Bénédicte. On va le mélanger avec une solution d'antioxydants dans un milieu pulmonaire reconstitué. Et on va aller regarder en fait comment cet échantillon va aller consommer en fait l'antioxydant test qu'on a mis dans le milieu. Ce qui est intéressant, c'est qu'en définitive, comme les particules vont aller directement dans le milieu, on a quelque chose qui prend en compte la solubilité, la distribution en taille, la composition chimique, éventuellement même les effets cocktails entre différents types de polluants qu'il pourrait y avoir dans le mélange qu'on teste, etc., etc. Alors l'inconvénient, c'est que comme dans nos poumons, on a plusieurs types d'antioxydants qui vont aller être spécifiques par rapport à différents types de polluants. Et à la fin, on se retrouve avec plusieurs tests à faire pour pouvoir couvrir l'ensemble de ces différents types de barrières. Alors, je vous l'ai dit, on travaille là-dessus depuis une grosse dizaine d'années. Donc, depuis une dizaine d'années, on a fait énormément de travaux en collaboration avec beaucoup de gens. Et donc, il y a une carte ici où on voit les études sur lesquelles on a fait des campagnes de mesure au moins d'un an pour aller mesurer le potentiel oxydant de prélèvements atmosphériques. Donc, on a au moins une centaine d'échantillons sur chacun de ces points-là. Et en particulier, il y en a un tout à l'ouest de la France. C'est le site avec lequel on a travaillé à Herbrès, à Plouharzel. Et sur ces mêmes échantillons, on a aussi une chimie atmosphérique extrêmement détaillée pour laquelle on a des métaux, du carbone élémentaire, etc., qui nous permettent aussi de faire le lien entre à la fois la chimie, les sources et le potentiel oxydant. Donc on a une très grande base de données, probablement 18 000 échantillons au monde et puis 1500 en Europe, 11 000 en Europe, qui nous permettent de faire pas mal de choses. Et donc dans le groupe, en fait, on travaille en fait sur le fait que le potentiel oxydant est bien une mesure qui est plus proche de la santé que ne l'est la masse des particules atmosphériques, avec des travaux avec des toxicologues et des épidémiologistes.
Et puis, on essaie de s'assurer en fait que tous les groupes au monde font des mesures de potentiel oxydant qui soient équivalentes, parce que notre but ultime, c'est en définitive que le potentiel oxydant entre dans la réglementation européenne, et on est proche d'y arriver. Et donc, si les différents groupes de recherche font des mesures qui sont différentes, on ne va pas aller bien loin. Ensuite, on a développé une mesure automatique parce que faire des analyses au laboratoire, au bout d'un moment, il y en a un peu marre. Donc, l'idée, c'est de développer des appareils qui le font tout seuls. Et puis, en fait, on a aussi fait du lobbying au niveau du domaine réglementaire, au niveau de l'Europe. Et le potentiel oxydant, en fait, est rentré dans la nouvelle proposition de directive qui a été adoptée mi-novembre, donc il n'y a même pas un mois. Avec des mesures qui sont réglementées sur des supersites urbains et ruraux. Et puis, avec le papier de synthèse sur les 11 000 données que je vous ai présenté là, on a commencé aussi à essayer de préfigurer ce que pourraient être des valeurs guides au niveau de l'Europe dans quelques années, si le potentiel oxydant en vient à être complètement réglementé et non plus recommandé. Bon, que nous montre le potentiel oxydant, en fait? Si on regarde maintenant des choses entre ces mesures et la masse, on voit ici sur cette figure, avec les points noirs qui représentent la masse, qu'on peut avoir des sites qui sont à très forte masse, des sites en Inde ou en Bolivie, et puis des sites qui sont à très faible masse, en Suisse ou en France. Et on voit en définitive qu'on peut avoir des réponses au potentiel oxydant qui sont extrêmement différentes, à la fois en faible masse et à la fois en forte masse. Et ça, donc on n'a pas du tout la même réponse entre les mesures de masse et les mesures de potentiel oxydant. Et ça va dépendre de la chimie qu'on observe aux différents sites, des sources principales, etc., etc. Je pourrais expliquer ça, mais on n'a pas forcément le temps ici. L'intérêt, c'est de retenir que la masse et le potentiel oxydant, c'est deux choses qui sont différentes complètement. Ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que le potentiel oxydant peut être mesuré avec deux unités. Donc c'est la mesure d'une vitesse de réaction chimique, donc c'est un peu compliqué déjà. Mais en plus, on peut l'utiliser avec deux sortes d'unités, soit par microgramme de particules qu'on est en train de mesurer. Et donc à ce moment-là, on a quelque chose qui représente le pouvoir néfaste intrinsèque d'un microgramme de particules, on peut l'appeler comme ça, ou alors quelque chose qui est exprimé par mètre cube, qui représente en fait quelque chose qui est une exposition, puisqu'on est en train de respirer des mètres cubes en fait. Que nous montre en fait le PO toujours, on peut retrouver des liaisons entre le potentiel oxydant et la chimie des particules. On voit ici sur une autre publication qu'on a pu faire dans le groupe qu'en définitive, on a une très forte corrélation avec le carbone organique, la matière carbonée en gros, hein, quelle que soit son origine, que combustion biomasse, combustion véhiculaire, etc. Donc on a quand même une sérieuse corrélation avec ça. Ce qui ne veut pas dire après, l'idée, c'est d'aller chercher quelles sont les espèces chimiques qui sont intéressées, qui vont produire ce type de lien dans la matière carbonée. Et si on voit sur le schéma du bas, si on regarde cette même corrélation pour un traceur de la combustion de la biomasse, qui est l'évoglucosan, une espèce chimique qui est produite essentiellement par la combustion de la biomasse, on voit qu'on retrouve une corrélation qui est aussi extrêmement bonne. Et donc, on essaye d'arriver de la même façon à trouver quelles sont les espèces qui vont être caractéristiques pour aller produire ce genre de liaison entre potentiel oxydant et chimie. On a encore une très bonne corrélation, par exemple, avec le cuivre qui vient des freins des véhicules dans des environnements où on a un impact du trafic qui est important. Alors, après, quelque chose d'un peu plus compliqué au laboratoire, et puis bon, dans beaucoup d'autres groupes de recherche, on est capable d'attribuer, en fait, quand on fait une campagne de mesure à un peu longue durée, quelles sont les différentes sources d'émissions qui ont contribué aux échantillons qu'on est en train de regarder. Donc là, on a fait une publication il y a quelques années sur une synthèse de 15 études en France, plutôt des sites urbains. On voyait en définitive que les différentes sources principales, c'était la combustion de la biomasse en vert tout en haut, les aérosols sulfatés en rouge, les aérosols de poussière
etc., etc. Et puis le nitrate d'ammonium, nitrate rich, en fait, c'était en bleu, en 4e position, puis le trafic, etc., etc. Mais on est aussi capable de faire la même chose maintenant, de déconvoluer le signal pour le potentiel oxydant. On a appris ça un peu plus récemment, mais déjà quand même il y a 5-6 ans, on est capable de le faire et on améliore nos techniques. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est en définitive que quand on fait ça, eh ben, on n'a pas du tout le même classement des sources importantes à la pollution atmosphérique. Ça donne une vision des sources qui est vraiment, on shift un peu sur le paradigme entre la masse et ce potentiel oxydant. On voit que pour ces 15 villes en France, bah, les deux sources les plus importantes qui vont contribuer au potentiel oxydant, c'est toujours la biomasse. Et ensuite, ça devient le trafic véhiculaire. Et le nitrate d'ammonium, il régresse extrêmement fortement dans le classement. Et puis après, ce qu'on peut faire, c'est regarder en fait les classements des sites de mesure en France, ce qu'on s'est bien sûr empressé de faire. Et là, on a tout un tas de choses où on a en fait des sites ruraux, plutôt en rouge tout en bas, des sites plutôt suburbains en rouge beaucoup plus clair, des sites urbains en saumon, des sites ensuite trafic en bleu tout en haut, où on voit en définitive qu'il y a une non-proportionnalité entre les concentrations des PM10, qui sont les points noirs, les concentrations moyennes annuelles, et le potentiel oxydant, mais qu'il y a aussi une très très grande différence entre ce qui est les sites ruraux et les sites trafic et les sites urbains. On voit que notre site à Plouarzel, ben, il se retrouve tout en bas du classement ici, dans les sites très ruraux, avec des moyennes en potentiel oxydant qui sont extrêmement basses par rapport aux moyennes nationales. Voilà. Alors ce qu'il faut bien voir, c'est que là on monte à des valeurs de PO qui sont aux alentours de 2, 2,5. Quand on fait la même chose en Inde ou en Chine, on est vers 10 ou 15. Donc il y a une différence significative de nature entre ce type de mesures. Alors, venons-en maintenant à Plouarzel, puisque je suis venu à Rennes présenter des choses. Plouarzel, j'avais vraiment envie de faire cette manip parce que de temps en temps, je vais jouer au golfe des Abers, qui est à peu près à 3 km du site de mesure. Donc ça m'intéressait très fortement d'aller voir ce que je respirais quand j'étais en vacances là-bas. Donc on a participé au programme ABBA, qui a duré, alors je ne sais pas si tu présenteras ou si quelqu'un présentera un peu plus le projet plus tard, mais bon, il y a eu un an et demi de mesure. On avait 170 échantillons qui nous ont permis de quand même faire pas mal de choses. Et puis on a fait des mesures chimiques poussées et des mesures de pH. Donc on a des mesures de base en PM qui sont très faibles. Hein. On est de l'ordre de 10-12 microgrammes par mètre cube, c'est déjà pas très fort. Et puis ce qu'on voit avec ce camembert ici, c'est qu'en définitive, on a une forte influence des sources naturelles, particulièrement les embruns marins. On a pratiquement 60% de la masse des particules atmosphériques qui est composée d'embruns marins, plus d'autres sources naturelles dans le camembert, je ne vais pas détailler. En définitive, on n'arrive même pas à séparer une source de nitrate d'ammonium spécifique. On a juste une source des aérosols organiques, inorganiques secondaires, globales, avec le sulfate d'ammonium et le nitrate d'ammonium, avec les techniques que je vous ai présentées précédemment, qui sont déjà extrêmement élaborées. Donc ça, c'est je dirais, les constatations un peu de base sur la composition chimique. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait discuter. Je m'attendais à ce qu'on voit les émissions marines du rail d'Ouessant. On ne les voit pas. Je m'attendais à ce qu'on voit la fête du crabe. On l'a à Plouarzel, mais on ne la voit pas. On voit d'autres trucs, mais probablement ils ont fait la fête à un moment à la ferme, avec beaucoup de lévoglucosants et des barbecues au mois de juillet. Mais bon, voilà. OK.
Alors, que nous montre le potentiel oxydant là-bas? En fait, je n'ai pas pris que Plouarzel, j'ai pris aussi d'autres manips qu'on a en cours. Donc, à gauche, en fait, c'est l'Observatoire pérenne de l'environnement dans la Meuse. C'est le site ultime d'enfouissement des déchets nucléaires. Là-bas où il y a un observatoire de l'environnement pour lequel je fais des mesures depuis, avec Atmo Grand Est d'ailleurs, depuis à peu près une quinzaine d'années. Et puis on a une manip en cours à Paris aussi dans laquelle on va travailler avec la corde Constance d'ailleurs. Et donc on a essayé de faire une distinction entre ce qui était les épisodes de nitrate d'ammonium avec des concentrations supérieures à 3 microgrammes par mètre cube. Ce n'est pas énorme, mais c'est déjà des épisodes qui sortent du lot. Et puis, le reste des échantillons. Donc, en vert, on a les échantillons impactés par du nitrate d'ammonium. Et en rouge, on a le reste des échantillons, c'est-à-dire un peu le niveau de base. Ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, sur les 3 sites, quand on a des épisodes de nitrate d'ammonium, on a tout de suite des concentrations qui sont plus élevées que la moyenne. Et qu'en est-il pour le PO? En définitive, le PO ne bouge pas. Le PO par microgramme, c'est-à-dire en fait le PO intrinsèque des particules par microgramme, donc normalisé par la masse des PM10. C'est-à-dire la capacité des particules, d'un microgramme des particules à aller nous agresser dans nos poumons. Donc ces épisodes de nitrate d'ammonium ne présentent pas un PO particulier, voire même sur Paris, on a des choses qui sont plus basses que ce qu'on a en moyenne, probablement parce qu'on est en train de remplacer des PM issus des émissions urbaines par quelque chose qui est importé de l'extérieur. Donc en conclusion, on est en train d'essayer de mettre en place un niveau type de mesure qui soit plus proche de la santé pour surveiller la qualité de l'air. Il faut bien rappeler que ça ne prend pas en compte toute la complexité des modes d'action des particules sur la santé. Il est clair que ce qui est perturbateur endocrinien, ce n'est pas intégré dans ce genre de choses, hein, dans ce genre d'approche. Mais c'est déjà quelque chose qui est beaucoup plus, qui nous semble beaucoup plus pertinent que d'utiliser juste la masse des particules atmosphériques. On avance très rapidement dans la mesure où on pensait au départ qu'on mettrait à peu près 25 ans pour faire entrer le potentiel oxydant dans la réglementation européenne. Ça nous a pris même pas 10 ans. Quand je dis nous, hein, ce n'est pas que mon groupe, hein, c'est une douzaine de groupes de par le monde qui travaillent là-dessus. En ce qui concerne les mesures à Plouarzel, donc les mesures qu'on a pu faire le montrent comme un des sites les moins pollués ou les moins impactants pour la santé qu'on ait pu mesurer en France. Et enfin, les épisodes avec beaucoup de nitrate d'ammonium ne montrent pas un PO vraiment plus élevé que les mesures de base. Je vous remercie. Merci beaucoup Jean-Luc Jaffrézot. On vous applaudit. Alors, on va passer à la séquence des questions-réponses. J'ai une première question. Vous ne prendrez pas beaucoup de risques à jouer à Paris quand je regarde l'histogramme vertical là, par rapport à Plouarzel? Pas beaucoup de risques à jouer au golf à Paris? Quand même, on est sérieusement plus... Comment sérieusement plus élevé voilà, là. Ici. C'est sûr que c'est moins que quand on est à Passy dans la vallée de l'Arve en hiver. Là, c'est clair que c'est pas la même musique. Et comment on explique justement qu'il y ait un niveau qui ne soit pas si éloigné que cela? Parce que on est en train de travailler aussi là sur une synthèse des mesures qui ont été faites dans les sites ruraux nationaux, c'est-à-dire les sites ruraux vraiment de base. Et on s'aperçoit qu'en définitive, depuis une quinzaine d'années, il y a une décroissance des valeurs de PM10 et PM2,5 qui est de l'ordre de 5% par an. Donc on a quand même un fonds national
qui est en extrême diminution des concentrations des particules atmosphériques depuis pas mal de temps. Et on a eu une diminution par 2 probablement depuis 15 ans. Donc l'atmosphère devient propre. Ce qui est une bonne nouvelle. Qui souhaite poser des questions? Qui prend la parole? Oui, madame. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Solène Lagadec de la Chambre d'agriculture de Bretagne. J'avais 2 questions. Donc, comme on voit que finalement les potentiels oxydants des sites ruraux sont moins élevés que dans les sites urbains, ça veut dire que les caractéristiques des particules des sites ruraux, donc émis par exemple par les élevages, sont moins nocives pour la santé que les particules liées par exemple au trafic. C'était ma première question, si j'ai bien compris. Et la deuxième, c'était quel est le prix de l'appareil de mesure des potentiels oxydants qui pourrait être mis en place. Merci. Ils vont être contents quand je leur dirai que j'en ai vendu. En fait, pour l'instant, on est en train de finaliser la mise au point d'un prototype. On a voulu monter une start-up, on n'a pas trouvé de porteur parce que moi, je pars à la retraite dans 1 an, donc je vais faire autre chose, et vous aurez compris quoi, que d'aller vendre des trucs. Et puis Gaëlle Ouzou, elle est en train de bosser comme une dingue sur les aspects de liaison avec l'Europe et avec les épidémiologistes, etc. Donc elle a autre chose à faire qu'aller faire la VRP pour vendre un appareil qui s'appellera probablement Ross Online. Donc on est en train de bosser à essayer de trouver une entreprise, Envea ou Adair, etc. Je les ai déjà eus pour discuter avec eux. Et ils sont intéressés par le truc. Peut-être qu'ils vont commercialiser. Je commence à faire la pub déjà. Et peut-être qu'ils seront intéressés dans pas longtemps à en vendre. Mais typiquement, je pense qu'on sera entre un AE33 et un ACSM. Pour ceux auxquels ça cause. Donc aux alentours de 120-150 000 balles. Une autre... Oui. Pardon, la première question, pardon, oui, j'avais embrayé sur ce qui m'amusait tout de suite. En fait, oui. Oui, je pense qu'effectivement, c'est la conclusion qu'on peut tirer de ce que j'ai présenté. Encore une fois, je n'ai présenté des choses qu'avec une vue partielle. Okay. Il est clair que j'aurais pu vous parler du fait que sur les épisodes d'épandage, on voyait probablement un peu plus de métaux dans les analyses qu'on a fait. Je ne l'ai pas présenté ça parce que ce n'était pas l'objet. Et après, il y a tout le pan de l'aérobiologie. On en a parlé tout à l'heure. On n'a pas fait d'études. Non, ça a été mentionné dans une question, mais on n'en a pas parlé. Mais il est certain que dans les aspects d'épandage, on va retrouver tout un tas de choses au niveau bactériologique, etc., etc. Donc voilà, il y a d'autres aspects à explorer qui sont différents de cela. Mais de ce point de vue de l'aspect stress oxydatif, très probablement la réponse est oui. Le nitrate d'ammonium en lui-même n'a pas de potentiel oxydant. Ce n'est pas une espèce qui est oxydante pour nos poumons. Donc à partir de là, ça ne peut être que des coémissions qui vont conduire à ce qu'il y ait une certaine part de potentiel oxydant pour ce genre d'émissions. Monsieur. Bonjour, Jean-Michel Nourry à l'Union des groupements d'élevage Bretagne. Je vais poser une question plutôt pour m'assurer que j'ai bien compris. Entre votre présentation et celle de Madame qui vous a précédé, Madame Jacquemin, est-ce qu'on peut dire que les émissions d'ammoniac issues de l'agriculture contribuent à augmenter la masse, le nombre de particules fines dans l'atmosphère sans que nécessairement elles augmentent leur dangerosité? Et du coup, ça me pose la question, est-ce qu'on a des éléments sur l'attribution, c'est-à-dire par rapport aux risques, aux chiffres qu'on voit notamment sur les ponts des rocades, sur l'attribution au secteur agricole? Il y a deux points à voir. Le premier,
c'est qu'on est en train d'essayer de faire en sorte que le potentiel oxydant rentre comme une mesure supplémentaire dans le cadre de la réglementation. On n'est pas en train de chercher à supprimer la mesure de masse. Donc typiquement, il y aura toujours une mesure de masse qui va se faire et la formation du nitrate d'ammonium entrera toujours dans cette contrainte qu'il faudra respecter un certain nombre de choses vis-à-vis de la masse. D'accord. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et je ne l'ai sans doute pas assez forcé dessus, c'est la première ligne que j'ai indiquée ici, c'est qu'en définitive, pour créer des relations dose-réponse pour ce qui concerne les particules atmosphériques, il a fallu à peu près 25 ans d'études croisées entre des épidémios et des gens comme moi. Et il a fallu probablement de l'ordre de quelques milliers d'études épidémiologiques pour créer ces doses-réponses. Pour le PO, on doit être à peu près de l'ordre de, s'il y en a 10 pour l'instant dans le monde, des études croisées potentiel oxydant épidémiaux, ça va être le bout du monde, quoi. On en a 3 dans mon groupe, avec des petites cohortes. Donc on est encore loin d'avoir réellement prouvé, même si c'est intéressant, qu'il y a un lien avéré entre effet et dose de PO. D'accord ? Et on travaille dessus. Les études qu'on a pu avoir pour l'instant montrent qu'on est un peu meilleur avec le PO qu'on l'est avec la masse. Un peu. Donc il y a encore beaucoup de boulot pour aller dire que c'est une mesure qui est bien meilleure pour aller tester des choses. Okay ? Mais, vu les prémices, on est sans doute sur un bon chemin. Donc, je ne sais pas si ça répond complètement à votre question ou pas. Est-ce qu'il y a d'autres indicateurs que vous supputez là pour l'instant ? Alors, moi j'ai fait mon boulot, moi là. Bon, Donc, Monsieur. Oui, voilà. Juste deux petites questions. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un niveau de fond de PO qu'on peut comparer partout, hein, donc tout à l'heure j'ai bien vu, vous avez dit que le fait que les PM en masse ça diminue, donc le PO peut diminuer, mais en même temps j'ai compris que le PO et la masse c'est pas du tout la même chose. Ouais. Donc est-ce qu'on peut dire qu'il y a un niveau de fond PO qui existe? Et la deuxième question, je vois qu'il y a des travaux d'harmonisation dans les protocoles. Est-ce que les protocoles ou les méthodes qui existent, il y a beaucoup de différences entre ce que vous faites et ce qu'ils font les autres, hein? Et ça, surtout si vous vouliez que ça se passe et que la mesure doit être quelque chose pas d'harmonisé, mais qui rentre dans la réglementation, il faut une mesure pour un protocole. Tout à fait. Alors, zut, j'ai oublié la première. Si, c'est le niveau de fond. Probablement, il y a un niveau de fond qui existe et qui est pas loin. En fait, on est dans un... ici, quand on prend la moyenne des 3 ou 4 derniers sites, hein, bon, à Rest, c'est sur la Manche, il doit y avoir quand même un peu des émissions du trafic maritime qui viennent faire qu'on est un peu haut, mais on commence à avoir une bonne vision de ce que peut être le niveau du bruit de fond à ce niveau-là. Après, il y a un certain nombre d'émissions naturelles qui ont un potentiel oxydant propre, donc qui existe. Donc on ne descendra jamais à zéro, hein. Donc voilà. Et encore une fois, je pense que d'un point de vue de l'évolution humaine, c'est pas pour rien qu'on a des antioxydants dans nos poumons, c'est parce qu'il y a des millions d'années, les émissions naturelles déjà commençaient à nous agresser. Donc voilà. Deuxième point, sur les aspects d'harmonisation. On est un peu loin du débat d'aujourd'hui, mais concrètement, on a mené en début d'année la première intercomparaison européenne. Mon groupe a mené cette première intercomparaison. Au départ, on aurait dû être européenne, qui est devenue mondiale, avec 25 labos qui font ce genre de manip.
Il y en a qui sont dans les choux, donc clairement, par rapport à une moyenne. Comme il n'y a pas de normes, pour l'instant, on est obligé de travailler par rapport à une moyenne de ce qu'on peut considérer comme étant les meilleurs. C'est un peu différent de ça, mais bon, c'est pas grave. Et donc, il y en a qui sont dans les choux pour différentes raisons, mais en gros, il n'y a pas une dispersion qui est gigantesque. Sachant que la mesure de pH, c'est la mesure d'une vitesse de réaction chimique. Une vitesse de réaction chimique, ça peut dépendre de la température, ça peut dépendre des mélanges, ça peut dépendre des concentrations initiales des réactifs, ça peut dépendre de plein de trucs. Donc ça demande une standardisation effectivement réellement poussée. Et en début de 2025, on va conduire la deuxième manip d'intercomparaison un peu mieux faite de telle façon à pouvoir aller vers une harmonisation. Et je pense que d'ici 5 ans, on en sera vers la définition d'une norme saine de telle façon à avoir quelque chose qui soit standardisé. Jean-Luc Jaffrézot, merci beaucoup. On vous applaudit et je rappelle que vous êtes directeur de recherche au CNRS IGE.